Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des techniques de quantification des acides nucléiques par PCR. Vous avez certainement entendu parler de la PCR, c'est une technique qui est très couramment utilisée pour arriver à quantifier l'expression d'acides nucléiques. Nous allons voir que l'on peut partir d'ADN ou d'ARN. Si l'on part d'ARN, il faudra subir ou lui faire subir un certain nombre de modifications dont nous parlerons par la suite. Alors, vous aurez besoin d'un matériel biologique pour réaliser une PCR. Si vous partez d'ADN, l'ADN va nécessiter d'être préparé. Dans ce cas-là, il faudra donc lui faire subir un certain nombre de traitements par des molécules dont je vais vous parler par la suite, mais vous aurez besoin d'une très petite quantité de matériel, quelques microgrammes. Et l'étude est souvent facilitée par la présence de l'information génétique totale dans chaque cellule nucléée. À partir du moment où vous partez d'une cellule qui possède un noyau, à partir de ce noyau, vous allez pouvoir extraire de l'ADN, et à partir du cytoplasme de la cellule, vous pourrez extraire des ARN messagers que vous transformerez en ADN complémentaire et vous amplifierez cet ADN complémentaire. Cela vous donnera une idée de l'expression du gène d'intérêt. Donc, votre matériel biologique de départ peut être par exemple le sang total. C'est une pratique qui est très courante, quelques millilitres de sang suffisent. Cette technique est facilitée par la facilité de prélèvement, de transport et de conservation des échantillons. À partir de cellules ou de cellules en culture, vous pourrez obtenir du matériel biologique tel que les cellules qui sont en culture, mais vous pourrez partir également de biopsies. Cela nécessitera une homogénéisation du tissu, soit à l'aide d'un poter, après congélation dans l'azote liquide. Qu'en est-il de la préparation des ARN? Vous devez savoir que les ARN sont des molécules qui sont très fragiles, car très facilement dégradées à l'air libre et surtout dues aux RNases qui sont présentes notamment dans le tissu. Donc, pour arriver à conserver des ARN, il faudra faire subir également un certain nombre de traitements à l'ARN, soit utiliser une solution de protection des ARN qui vont dénaturer les RNases, ces molécules qui justement vont dégrader les molécules d'ARN. Et il faudra également travailler dans des conditions stériles, puisque votre environnement est rempli de RNases microbiennes. Cette technique nécessite également d'utiliser du matériel autoclavé, donc qui aura subi un traitement dans un autoclave, permettant justement de dégrader les RNases microbiennes. Ça va concerner l'eau, les différents tampons que vous allez utiliser, mais également tous les tubes qui seront nécessaires à la réaction de PCR. Pour extraire les molécules d'ADN ou d'ARN dont vous avez besoin pour réaliser la PCR, la technique va nécessiter une homogénéisation des tissus et des cellules par un homogénéisateur. Il en existe de différents types, soit le polytron, soit l'ultraturax, qui sont les deux matériels les plus souvent trouvés dans les laboratoires. Mais il existe maintenant des appareils plus modernes, plus récents, qui permettent de travailler bien mieux en conditions stériles. Quelles sont les solutions nécessaires pour votre réaction de PCR? Déjà, il faudra un tampon avec un détergent puissant, tel que le sodium dodécylsulfate ou SDS. Un agent dissociant, tel que le chlorure ou le thiocyanate de guanidine. Une solution de tampon acétate et un agent réducteur à haute concentration. Très souvent, ce qui est utilisé, c'est le 2-mercaptoéthanol ou le dithiotrhéitol, DDT. Il y a deux impératifs. D'une part, inhiber les RNases endogènes.
dénaturer des acides nucléiques et dissocier les protéines fixées. Cette action sera réalisée par les molécules dont je viens de vous parler juste avant, donc l'agent dissociant, l'agent réducteur à haute concentration. Il faudra également éliminer les débris cellulaires par centrifugation, puisque une fois que vous avez dégradé un tissu, que vous l'avez broyé à l'aide de l'appareil que vous avez utilisé, il vous restera bien évidemment tous les débris cellulaires dont vous n'avez pas besoin. Vous, ce qui vous intéresse, c'est de conserver les acides nucléiques. Il faudra ensuite extraire les ARN, si vous souhaitez utiliser de l'ARN pour votre amplification. Les techniques qui sont couramment utilisées sont des techniques de précipitation différentielle de l'ARN et de l'ADN selon le pH et la concentration d'éthanol. Il existe désormais des solutions commerciales qui sont prêtes à l'emploi, telles que le RN-azole, le trisol, mais ces solutions présentent un coût très élevé. Il existe également des kits commerciaux d'extraction qui sont faciles, rapides et qui présentent un coût modéré. Une fois que votre matériel génétique sera extrait, il faudra doser vos acides nucléiques de façon à avoir une idée de leur concentration. Le dosage très précis est rarement nécessaire. On peut estimer les concentrations par technique de photométrie qui consiste en une absorption forte des bases dans l'UV à 260 nanomètres. Il faut savoir qu'une unité DO à 260 nanomètres correspond à une solution d'ADN double brin à la raison de 50 microgrammes par ml ou une solution d'ARN ou d'ADN simple brin à 25 microgrammes par ml. Qu'est-ce que la technique de polymérase chain reaction, que l'on abrège par PCR, abréviation que vous connaissez tous et dont vous avez certainement déjà entendu parler. C'est une technique qui a été découverte par Kary Mullis en 1986 et qui lui a valu l'obtention du prix Nobel de chimie en 1993. La PCR est un outil indispensable en biologie moléculaire et en biologie cellulaire au sens large. Plus récemment, mais la technique reste quand même relativement ancienne pour vous, la technique de PCR en temps réel, c'est une évolution de la technique de PCR développée par Kary Mullis en 1986, par R. Higuchi en 1992. On parlera justement de à quoi correspond cette PCR en temps réel par rapport à de la PCR conventionnelle, classique. Mais c'est surtout que la PCR permet des applications qui sont phénoménales, aussi bien en termes de diagnostic clinique que de recherche fondamentale, mais également dans le domaine de l'agroalimentaire. Et cette technique est en développement permanent. Quels sont les principes généraux ? Cette technique consiste à répliquer à la chaîne une séquence d'ADN par des enzymes que l'on appelle les ADN polymérases. Cette amplification est exponentielle. On peut obtenir 10 exposant 6 molécules après 30 cycles d'amplification. La technique repose sur deux principes. Les propriétés de synthèse enzymatique et d'initiation des ADN polymérases qui sont ADN dépendantes, thermostables. Et le deuxième point, ou le deuxième principe, concerne l'hybridation et la déshybridation des brins complémentaires d'ADN, qui est fonction de la température. Il y a également un contrôle de l'activité enzymatique des ADN polymérases par le contrôle de la température. Donc la notion de température est un paramètre qui sera géré par le thermocycleur, c'est-à-dire l'appareil qui va vous permettre de réaliser une PCR. Donc je vais vous présenter quelques exemples un petit peu plus tard. Et elle permettra également de réaliser les cycles de dénaturation, hybridation, élongation. Vous comprendrez un petit peu mieux sur les schémas de quoi je veux parler.
Alors justement, en termes de réalisation pratique, la première étape de la PCR est une étape de dénaturation. Elle se réalise à 95 degrés, en général pendant une durée de 2 à 5 minutes. Elle consiste à déshybrider l'ADN. Elle consiste également à assurer des cassures et la dénaturation des structures et enzymes secondaires par la température également. Elle permet une homogénéisation du milieu réactionnel par une agitation thermique et elle permet aussi d'activer les ADN polymérases. Donc cette dénaturation, vous comprenez bien qu'elle permet d'une part de transformer la double hélice de l'ADN en une structure beaucoup plus linéaire, mais toutes les bases sont encore reliées entre elles. Et ce que l'on appelle la dénaturation et la déshybridation de l'ADN est bien la séparation des deux brins de l'ADN. Nous aurons donc deux brins d'ADN indépendants. La deuxième étape, qui est capitale également dans la réaction de PCR, est l'étape d'hybridation. Elle se fait à des températures comprises entre 56 et 64 degrés, sur des temps ou pendant des durées qui vont être relativement variables, entre 2 et 60 secondes, et ce temps va être dépendant de la longueur du brin à amplifier. Donc les amorces vont s'accrocher, il y aura une amorce dite sens et une amorce anti-sens. Donc là, ici, tel que c'est représenté sur le schéma, vous avez une amorce qui va se fixer au brin d'ADN et qui va permettre d'amplifier dans le sens du brin, et une amorce qui va s'hybrider au brin complémentaire et qui va par contre permettre une synthèse dans l'autre sens. Donc on dit qu'il y a accrochage des amorces sens et antisens aux ADN matrices par une température qui est thermodynamiquement favorable. Il faut que cette température soit inférieure aux températures de fusion, ce que l'on appelle le TM. TM veut dire melting temperature, c'est-à-dire température de fusion de l'amorce. Si vous êtes supérieur à une température supérieure à la température de fusion de l'amorce, vous allez dégrader votre amorce. C'est-à-dire que ce que vous voyez ici, amorce 1 et amorce 2, elle va fondre cette amorce, c'est-à-dire que les bases vont se dissocier les unes des autres, et donc il ne pourra y avoir aucun accrochage et aucune hybridation possible. Troisième étape correspond à l'étape d'élongation. Elle se réalise à 72 degrés pendant 4 à 120 secondes. Dans ce cas-là, cette étape consiste à une synthèse de l'ADN complémentaire par les enzymes, qui sont des polymérases, à partir des DNTP libres du milieu réactionnel. C'est-à-dire que dans votre milieu réactionnel, vous allez devoir avoir bien sûr le matériel génétique pour lequel ou sur lequel vous voulez amplifier une séquence spécifique à partir de vos amorces spécifiques, l'amorce 1 et l'amorce 2. Vous avez donc toujours deux amorces, une amorce sens et une amorce antisens. Il vous faudra des DNTP libres, c'est-à-dire que la réaction nécessite des nucléotides libres qui vont venir s'hybrider de façon complémentaire au brin à synthétiser. Et la réaction va nécessiter également de l'attaque polymérase qui va venir synthétiser le brin complémentaire à partir des DNTP, donc des nucléotides libres du milieu réactionnel. Vous voyez ici d'ailleurs ces DNTP. Il y en a 4, puisqu'il y a 4 bases différentes. Tous ces éléments sont compris dans le milieu réactionnel. Et cette étape d'élongation, elle se fait à 72 degrés. Les cycles vont être renouvelés par le thermocycleur entre 20 et 50 fois. En général, on travaille toujours avec un nombre de cycles maximum de 40, mais cela dépend de la quantité de cibles de départ et le but poursuivi. Sur ce schéma est représenté les différentes étapes de
de cette hybridation et de ces élongations réalisées par le thermocycleur. Donc dans votre mélange réactionnel, vous aurez la matrice d'ADN ou l'ADN complémentaire, je vous en reparlerai après, les DNTP libres, la polymérase et les amorces. Ça, c'est vraiment la base de ce qui doit être dans votre mélange réactionnel. Donc au départ, l'augmentation de la température, telle que vous le voyez ici sur le trait en pointillé, l'augmentation de la température permet une déshybridation des brins complémentaires. Donc votre molécule d'ADN, qui est au départ constituée de 2 brins accrochés, l'augmentation de la température permet de séparer et de dissocier ces 2 brins. Vous aurez donc 2 brins détachés l'un de l'autre et sur lesquels vont pouvoir venir s'hybrider les amorces. Ces amorces, elles font partie de votre mélange réactionnel. À partir du moment où les amorces sont accrochées au brin matrice que vous voulez amplifier, l'ADN polymérase va pouvoir commencer son travail à partir des DNTP libres du milieu réactionnel. Après le cycle 2, vous allez obtenir le double de molécules. Au départ, vous aviez 2 simples brins. Une fois que vous allez synthétiser les brins complémentaires, vous aurez 2 doubles brins. Après dissociation, vous aurez donc 4 simples brins. Et nous sommes repartis pour un cycle complémentaire et à chaque fois, vous allez doubler le nombre de molécules jusqu'à obtenir, au bout de par exemple 30 cycles, 10 exposant 9 copies de votre matériel génétique de départ. Mais attention, il est inutile de trop augmenter le nombre de cycles car il n'y a plus d'amplification exponentielle au-delà de 15 à 20 cycles. On obtient une phase plateau. Les raisons de cette phase plateau sont la dimérisation des amorces, l'apparition de sous-produits de réaction à pouvoir inhibiteur, notamment le pyrophosphate, l'épuisement et la dénaturation des composants de la réaction, mais également une compétition entre les amorces et les fragments de DNA amplifiés. Théoriquement, le nombre de copies est égal à 2 exposants n, n étant le nombre de cycles. En pratique, le rendement est plus faible car la réaction n'est jamais de 100%, mais plutôt de 85%. Si le rendement reste constant tout au long de l'amplification, le nombre de copies est 1 plus R exposant n, R étant le rendement qui est de 85% en moyenne, et n le nombre de cycles. Donc si R est égal à 85%, le nombre de copies est donc égal à 1,85 exposant n, c'est-à-dire 10 exposant 6 copies pour une PCR de 30 cycles. Alors que trouve-t-on dans le mélange réactionnel? Un tampon, qui est un tampon permettant le bon déroulement de la réaction chimique, des oligonucléotides amorces, c'est-à-dire vos 2 amorces spécifiques du segment que vous voulez amplifier, l'attaque polymérase et aussi des nucléotides libres. Du D-CTP, c'est de la cytosine. Du D-ATP, c'est de l'adénine. De la D-GTP, de la guanine. Et D-TTP, de la thymine. Ces 4 bases sont nécessaires à la constitution de l'ADN et donc de l'amplification à partir de l'amorce qui est spécifique de la séquence à amplifier. L'ensemble de ces composants sont répartis dans des tubes. Chaque tube correspond à une réaction chimique et donc à un échantillon d'intérêt pour celui qui fait la PCR. D'ailleurs, vous entendez parler régulièrement de technique PCR en ce moment pour la mise en évidence du coronavirus, et c'est exactement la technique qui va être utilisée. On fait un prélèvement biologique dans les voies nasales. Ce prélèvement biologique qui contient des cellules de la personne qui est potentiellement contaminée, mais surtout on va récupérer
des particules virales. Et ainsi, on va prélever du matériel viral qui va être amplifié par PCR et permettant ainsi de caractériser la présence du virus chez la personne chez qui le prélèvement a été fait. Donc dans chaque tube correspondant à un échantillon biologique spécifique sont placées donc les différentes molécules dont vous avez besoin pour la réaction. Vous retrouvez ici sur le schéma les différentes étapes qui caractérisent votre réaction. Donc une étape à 90 degrés qui va être l'étape de dénaturation, une étape à entre 56 et 64 degrés qui va être une étape d'hybridation des amorces, et ici à droite, aux alentours de 72 degrés, l'étape d'élongation. Ces différentes étapes sont représentées ici également en schéma. Vous partez toujours d'un ADN qui est double brin ou d'un ADN simple brin qui est un ADN complémentaire qui provient de la transformation de votre ARN messager. Hybridation des amorces sens et antisens 3', 5' ou 5', 3' sur vos brins d'ADN. Et ensuite, l'étape d'élongation. À partir des amorces spécifiques, les ADN polymérases synthétisent le brin complémentaire de chaque simple brin. Vous obtiendrez donc à partir de 2 simples brins, 2 doubles brins qui, une fois qu'ils vont être à nouveau également dénaturés, vous obtiendrez 4 simples brins pour réaliser le cycle suivant qui permettra à nouveau d'amplifier et donc de doubler la quantité de matériel génétique d'intérêt. À nouveau, le principe de la PCR en image, parce que je pense que c'est quand même plus parlant de voir un petit peu comment cela se déroule, parce que dans la réalité, dans votre tube, c'est exactement ce qui va se passer. C'est une technique qui est très puissante pour amplifier de façon exponentielle de faibles quantités d'ADN. On obtiendra au final de grandes quantités de matériel génétique grâce à la répétition de 3 étapes sur 30-40 cycles max, avec dénaturation de l'ADN, accrochage des amorces, c'est ce que l'on appelle le annealing en anglais, et la synthèse de l'ADN complémentaire. Vous retrouvez ici sur le schéma la matrice d'ADN. Première étape, dénaturation à 95 degrés, on sépare les deux brins de l'ADN pour obtenir 2 simples brins. L'annealing qui correspond à l'accrochage des amorces, vous voyez ici l'amorce sens et l'amorce antisens. Et ensuite, l'étape d'élongation, c'est-à-dire l'étape correspondant à la synthèse du nouvel ADN qui se fait à 72 degrés. Ici, vous constatez le travail de la polymérase qui vient, à partir de l'amorce, commencer la synthèse du brin complémentaire et des nucléotides qui sont libres dans la solution pour au final synthétiser l'exacte copie en fait du brin qui est en dessous et qui était initialement accroché au brin d'intérêt. Donc à partir de 2 simples brins, on obtiendra 2 doubles brins qu'il conviendra également de dénaturer à l'étape suivante pour à chaque fois doubler la quantité d'ADN, et les copies d'ADN produites sont identiques, bien évidemment, à la matrice. Une fois que vous allez amplifier X fois le brin matrice de départ, il faudra analyser le produit de synthèse par différentes techniques, notamment des techniques d'électrophorèse sur gel d'agarose, suite à un marquage au bromure d'éthidium. Donc vous avez certainement entendu parler des gels d'agarose qui permettent de distinguer les produits d'amplification après migration sur gel. Sur le gel qui est présent ici, vous avez différents puits, 9 au total. Le premier puits correspond à l'échelle de taille. C'est un ensemble de segments de taille connue qui viennent migrer de façon à créer une échelle de taille et qui vous permettront
de caractériser la taille de ce que vous avez mis, vous, dans chacun de vos puits, et être sûr que ce que vous avez amplifié est bien le brin d'intérêt, dans la mesure où vous connaissez la taille du segment que vous avez amplifié. Dans les puits 2, 3 et 5, vous constatez qu'il n'y a rien. Il n'y a aucune bande, vous n'avez rien amplifié. On peut supposer que ça correspond à des contrôles négatifs. Dans les puits 4 et ensuite de 6 à 9, vous constatez plutôt que ces puits correspondent à un produit d'amplification. Donc dans ce cas-là, les produits de la PCR, bien vérifier que ce sont vos produits d'intérêt, ce sont des produits d'une taille ici de 280 paires de bases, et c'est votre échelle de taille qui permet de caractériser la taille du produit d'amplification. Pour l'analyse du produit d'amplification, comme je vous l'ai dit précédemment, on emploie l'électrophorèse. Il faut savoir que les acides nucléiques sont des molécules qui sont polyanioniques, uniformément chargées, et qu'elles ont ainsi la possibilité de migrer en champ électrique. Ces molécules présentent une charge relative constante. Nous pouvons arriver à discriminer des molécules par un effet de filtration du gel. En fonction de la concentration des molécules du gel, on pourra arriver à discriminer ainsi les molécules d'intérêt. En termes de théorie de l'électrophorèse, la mobilité U dans un champ électrique au sein d'un gel doué d'un pouvoir de filtration est égale à log de U qui correspond à log de U0 moins KRC. Log de U0, c'est la mobilité de la molécule en milieu liquide. KR, le coefficient de retardement dû au gel, lui-même une fonction de la masse moléculaire de la molécule, et C, la concentration du gel. La vitesse de migration d'une molécule d'acide nucléique sera fonction de deux paramètres. La masse moléculaire qui correspond au nombre de bases ou de paires de bases, la concentration d'acrylamide ou d'agarose du gel, puisque nous avons possibilité d'utiliser soit des gels de polyacrylamide, soit des gels d'agarose. Pourquoi utiliser un gel plutôt qu'un autre? Le gel de polyacrylamide permet de séparer des petits fragments inférieurs à 1000 paires de bases. Cela nécessite de purifier des oligonucléotides de synthèse et d'éliminer des nucléotides libres. Ce gel permettra également de déterminer des séquences d'ADN. Et la technique nécessite de couler le gel entre deux plaques de verre. La migration se fait de façon verticale. Le gel d'agarose, lui, c'est le support le plus utilisé. Il permet de séparer des fragments entre 0,5 et 20 kilobases. Les gels sont par contre coulés à l'horizontale. Vous pouvez voir ici une cuve permettant de placer le gel dans la solution et de pouvoir tenter une migration des molécules d'intérêt sur ce gel. Ce qui est représenté ici, c'est une cuve à électrophorèse et un générateur. Le générateur, c'est un générateur électrique qui va envoyer du courant électrique dans la solution, permettant aux molécules d'intérêt qui sont chargées de pouvoir migrer au sein de ce gel. Il existe différentes tailles de cuves à électrophorèse. Ici, c'est un exemple de mini-cuve à électrophorèse. Donc si vous avez besoin de faire des petits gels, vous pourrez utiliser notamment ce type de cuve. Ou alors, utiliser des cuves plus grandes, permettant de réaliser également des gels plus grands, sachant que vous utiliserez un peigne en plastique, ce peigne permettant, dans le gel liquide, de pouvoir créer des puits dans lesquels vous pourrez déposer vos différents échantillons d'intérêt. En fonction de la taille de l'échantillon et du nombre de puits dont vous avez besoin, qui va être déterminé par le nombre d'échantillons que vous utiliserez des peignes de tailles différentes. Ici, vous constatez un peigne avec des petites dents permettant de créer un gel avec beaucoup de puits. Ici, vous aurez également beaucoup de puits, mais des puits de taille
un petit peu plus grand, et ici un peigne permettant de créer également des puits de taille différente. Dans ce cas-là, c'est une mini-cuve à électrophorèse et vous voyez que l'ensemble forme un ensemble homogène. Le générateur est directement lié à la cuve à électrophorèse. Quelques exemples de distribution d'échantillons sur le gel grâce à une multipipette. Vous voyez que chaque cône qui est ici lié à la pipette permettra de distribuer chaque cône un échantillon spécifique. Quelques exemples de peignes. Un peigne avec des dents de différentes tailles permettant ainsi de générer des gels avec des puits également de différentes tailles. Ceci est dépendant de la taille de l'échantillon que vous avez à déposer et aussi du nombre d'échantillons que vous avez à étudier. Si vous avez beaucoup d'échantillons, a priori vous allez utiliser un gel avec beaucoup de puits. Si vous avez peu d'échantillons, vous allez peut-être utiliser un gel avec moins de puits, peut-être des puits un petit peu plus grands. Donc voilà, c'est votre protocole qui va déterminer le nombre de puits dont vous avez besoin. La taille des fragments à séparer est un paramètre important puisque le pourcentage d'acrylamide ou le pourcentage d'agarose de votre gel va permettre de discriminer justement la taille des fragments à séparer. Pour un pourcentage d'acrylamide de 4%, vous pourrez séparer des fragments entre 200 et 800 nucléotides ou paires de bases. À 5%, 80 à 200 paires de bases. 8%, 40 à 100 paires de bases. 11%, 10 à 50 paires de bases. Pour un gel d'agarose, la taille des fragments à séparer peut être de 1 à 20 kilobases pour des gels d'agarose entre 0,6 et 0,8%, entre 0,5 et 7 kilobases pour des gels d'agarose compris entre 0,9 et 1,2%, et des tailles de fragments de 0,2 à 5 kilobases pour une concentration d'agarose comprise entre 1,2 et 1,5. Donc le choix de la concentration du support de l'électrophorèse en fonction de la taille des fragments à séparer est un paramètre important et que l'expérimentateur doit bien évidemment connaître afin de déterminer le pourcentage d'acrylamide ou d'agarose qu'il doit utiliser dans son gel. Dans la grande majorité des cas, dans votre travail de chercheur ou votre travail de stagiaire en laboratoire, vous allez utiliser la reverse transcriptase polymérase chain reaction ou RT-PCR. La technique, elle est similaire à la PCR, elle permet l'amplification de faibles quantités d'ARN et cette technique est utilisée dans le but de détecter des virus ou des transcrits cellulaires d'ARN. Vous savez que lorsqu'un gène est transcrit, il y a production de ce que l'on appelle un ARN messager. Cet ARN messager va être la copie de votre gène, et en l'occurrence votre gène d'intérêt. Donc, en fonction du niveau d'expression de votre gène, vous aurez soit peu d'ARN messager dans la cellule, soit beaucoup d'ARN messager dans la cellule. Donc votre matrice d'ARN a la particularité d'avoir ce que l'on appelle une queue poly-A, c'est-à-dire que à l'extrémité de l'ARN messager, vous avez un segment qui ne comprend que des A, d'où le nom de queue poly-A. Vous n'allez pas pouvoir amplifier directement de l'ARN messager. Pour la raison toute simple, c'est que l'ARN messager ne pourra pas résister à l'augmentation de la température de 95 degrés dont vous aurez besoin au cours de la technique de PCR. Donc, la première étape va être une étape de transformation de l'ARN messager en ADN complémentaire que l'on appelle un ADN C. Vous aurez besoin, pour cette réaction, d'un primer, c'est-à-dire d'une amorce oligo-DT. Cela vous permettra
de synthétiser le brin complémentaire à l'ARN messager. L'ARN messager possède une queue poly-A, donc votre primer oligo-DT va venir s'hybrider spécifiquement sur votre queue poly-A. Et donc la polymérase, qui fera partie également de votre réaction, pourra, à partir de cet oligo-DT, synthétiser le brin complémentaire à l'ARN messager de départ. L'enzyme, qui s'appelle dans ce cas-là une reverse transcriptase, va synthétiser le brin complémentaire d'ADN-C, ADN-C pour ADN complémentaire, à partir de l'ARN messager. Ici est présent votre ARN messager et sa queue poly-A. L'oligo-DT vient s'hybrider à la queue poly-A et la reverse transcriptase commence son travail de synthèse. Et donc, au final, une fois que votre ADN complémentaire est synthétisé, votre ARN messager, il ne sert plus à rien. Il va donc être dégradé par une activité RNase H qui vient digérer et dégrader le brin d'ARN messager matrice de départ. Il vous restera donc le brin d'ADN complémentaire qui pourra être amplifié par PCR. Donc finalement on revient sur la technique dont nous avons parlé juste avant. Vous avez une matrice d'ADN complémentaire, vous aurez besoin d'une amorce oligonucléotidique, c'est-à-dire un segment relativement court. En général, cette amorce, elle peut faire entre 7, 8 et jusqu'à une quinzaine de paires de bases, qui va venir s'hybrider de façon spécifique, et la notion de spécificité est très importante. Elle va venir s'hybrider, cette amorce, à votre brin d'ADN complémentaire, qui possède une séquence spécifique d'un gène d'intérêt, puisque c'est la copie de l'ARN messager, qui est lui-même une copie de votre gène de départ. La Taq polymérase va venir ainsi synthétiser le brin complémentaire, et vous obtiendrez, comme ce que nous avons présenté précédemment, un ADN double brin, qui va ensuite servir d'amorce et d'amplification pendant 30 ou 40 cycles, pour obtenir à la suite de votre réaction un nombre de copies très important, qui seront des copies conformes à votre brin d'ADN-C et donc à votre ARN messager de départ. En schéma et de façon un petit peu plus ludique, c'est également ce qui est représenté dans ce schéma. Vous constatez ici l'évolution des températures et des différents types de brins d'ADN au cours des 4 premiers cycles de la PCR. Augmentation de la température, dénaturation des doubles brins. Ensuite, la température redescend de façon à ce que les amorces puissent s'hybrider sur les brins d'ADN. Ensuite, la température remonte pour permettre la synthèse du brin complémentaire. Et puis, on repart sur un cycle 2 avec augmentation de la température, déshybridation des brins synthétisés, la température redescend pour l'hybridation des amorces, la température remonte jusqu'à environ 70-72 degrés pour la phase de synthèse de la polymérase du brin complémentaire, et ensuite on re-augmente la température, on crée une déshybridation des brins synthétisés, et voilà, X fois sur 30 ou 40 cycles, pour au final avoir un nombre de copies très important, identique à la cible de départ. Les composants de la réaction et leur influence sur l'amplification. Les résultats sont dépendants du milieu réactionnel et de la concentration de chacun des composants. Il est difficile de prévoir à l'avance les conditions optimales, mais il arrive que le chercheur ait à tâtonner un petit peu pour arriver à obtenir les conditions optimales d'une réaction de PCR. Quelquefois, il y a un risque d'amplification parasite. Lorsque vous partez d'un segment d'ADN,
il y a nécessité d'un ADN parfaitement purifié et exempt de protéines et d'ARN. 5 à 100 nanogrammes sont couramment utilisés. Par chance, il existe maintenant des kits pour le chercheur qui permettent de ne pas trop se poser de questions et finalement d'arriver à un matériel, par les kits d'extraction d'ADN ou d'ARN, d'obtenir un matériel parfaitement purifié. En ce qui concerne l'enzyme, la première utilisée s'appelait le fragment de Kléno de l'ADN polymérase 1, mais elle possédait de nombreux inconvénients. De plus en plus a été utilisée la Taq polymérase thermostable extraite de Thermus aquaticus, d'où le nom de Taq polymérase Taq, TAQ, Thermus aquaticus. C'est une bactérie vivant dans les geysers d'eau chaude, donc une bactérie capable de résister à des températures très élevées, d'où le fait qu'elle est une polymérase capable de travailler à très haute température et capable de résister à une température de 95 degrés qui est la température utilisée pour la déshybridation. Petit à petit sont apparues également d'autres enzymes, notamment la polymérase PFU et VENT, qui sont réputées plus fiables que la Taq polymérase, mais elle est encore très fréquemment utilisée dans les kits de PCR. Les nucléotides. Leur concentration est souvent comprise entre 20 et 200 micromolaires. Il faut néanmoins une concentration équilibrée de chacun des nucléotides aux alentours de 20 micromolaires. Qu'en est-il des amorces et des températures d'hybridation? Il y a nécessité d'une TM, c'est-à-dire d'une température de fusion des amorces au moins de 5 degrés au-dessus de la température d'hybridation. Si la température est élevée, ça entraîne une spécificité de l'hybridation. En général, elle est comprise entre 55 et 70 degrés, pour des concentrations de 0,1 à 0,2 micromolaires. Le choix des amorces est également critique. C'est une étape qui est très importante dans la mise au point de la PCR. Éviter les épingles à cheveux, les hybrides d'amorces 5', 3', 5', 5' ou 3', 3'. Il faut également une composition équilibrée en base, et notamment il faut éviter qu'il y ait trop de C et de G, puisque ces deux bases possèdent notamment 3 liaisons permettant de les relier. Le TM des deux amorces, donc l'amorce sens et l'amorce antisens, doivent être très proches, voire identiques. Les séquences choisies ne doivent pas correspondre à des séquences génomiques répétées. Le choix des amorces est très complexe. Il existe désormais des logiciels qui sont disponibles, notamment Oligo5, Primer 3 ou Primer Express, qui permettent de synthétiser et de déterminer la séquence d'amorces idéale, entre guillemets, pour amplifier votre séquence d'intérêt. La concentration en ion magnésium est également quelque chose de critique. À l'époque où nous devions tâtonner pour réaliser une réaction de PCR, il fallait, pour optimiser une réaction de PCR, optimiser également la concentration en ion magnésium, qui est indispensable pour le fonctionnement de la polymérase, et pour l'hybridation également des amorces sens et antisens. Ces ions magnésium jouent un rôle dans la stabilisation des nucléotides et dans la réaction. Les concentrations optimales sont de l'ordre de 0,5 à 2,5 millimolaires, mais quelquefois il était nécessaire de réaliser des gammes de concentration. Quelles sont les autres composantes de l'incubation? Nécessité d'un pH constant et optimal pour l'enzyme. Des concentrations optimales de tampons tris, HCl, comprises entre 10 et 50 millimolaires, et un pH compris entre 8,3 et 8,8. Les concentrations en sel sont également capitales. L'augmentation de la concentration facilite l'hybridation et stabilise les hybrides. Nécessité d'une haute force ionique peut inhiber notamment la polymérase. Il faut donc arriver à trouver un compromis. En pratique, on utilise du chlorure de potassium, KCl, à 50 millimolaires.
Le milieu réactionnel utilise fréquemment du DMSO à raison de 10% dans le volume d'incubation afin de limiter la formation de structures secondaires, notamment de séquences qui sont riches en GC, mais quelquefois il y a inhibition partielle de la polymérase. Qu'en est-il du matériel électronique nécessaire et des consommables? Sont présentés ici, sur cette diapositive, quelques exemples de thermocycleurs. Ici, à gauche, un thermocycleur de marque Eppendorf. Ici, un thermocycleur un petit peu plus ancien, qui est de marque Applied Biosystems. Mais c'est le type de thermocycleur que nous possédons encore au laboratoire. Ce thermocycleur permettra notamment de réaliser l'ensemble des étapes d'amplification et de déshybridation des segments d'ADN d'intérêt. Donc l'appareil fonctionne en autonomie, il est capable d'augmenter et de baisser la température de façon très rapide pour réaliser les cycles de PCR. Un appareil de ce type coûte environ entre 15 000 et 30 000 euros, d'où la nécessité de faire très attention également à l'utilisation de ce matériel et le besoin d'obtenir également des financements en laboratoire importants permettant l'achat de ce type de matériel. Je ne vous demande pas bien sûr de connaître toutes les caractéristiques de ces thermocycleurs, c'est uniquement à titre indicatif. Dans les caractéristiques du matériel d'intérêt, ici un thermoélectron, est spécifié le format de bloc, c'est-à-dire la taille des tubes que vous allez pouvoir mettre dans les blocs qui vont chauffer. La précision également du matériel, le régime de chauffage des blocs, jusqu'à 3 degrés par seconde. La plage de température des blocs, entre 4 degrés, pour pouvoir conserver à la fin de votre réaction votre produit d'amplification. Donc 4 degrés, c'est à peu près la température d'un réfrigérateur, et ça peut monter jusqu'à 99 degrés. Il faut au moins une température allant jusqu'à 95 degrés pour pouvoir réaliser l'étape de déshybridation. Et puis ensuite, bien sûr, un certain nombre de paramètres permettant de connaître justement le degré de précision du matériel d'intérêt. Forcément, plus le matériel chauffe et baisse en température de façon rapide, plus il va en principe être cher. Il y aura également le degré de précision, ici 0,1 degré de l'appareil. Un thermocycleur VWR avec également les caractéristiques du matériel. Je vous ai mis ici le prix du châssis, donc c'est-à-dire le thermocycleur sans les blocs en aluminium au niveau duquel on peut poser les plaques ou les tubes où seront positionnés les échantillons à amplifier. Vous voyez que simplement le châssis, que ce soit duocycleur ou quattrocycleur, donc ici vous pourrez réaliser 2 PCR en parallèle, ici 4 PCR en parallèle, ça va de 10 000 à 19 000 euros sans les blocs. Il faut ensuite que vous achetiez les blocs gradients rapides pour plaques soit de 384 puits, soit de plaques 96 puits. C'est en général le type de plaque que nous utilisons de façon fréquente. Vous voyez que simplement la plaque en aluminium pour poser, enfin le bloc en aluminium plutôt pour poser les plaques d'amplification, ça va de 5 000 aux alentours de 4 500 euros. Vous voyez qu'au final, votre appareil, si vous achetez 4 blocs, il ira au-delà de 30 000 euros. Quelques exemples également de matériel dont vous aurez besoin pour réaliser votre PCR. Des micropipettes. Vous avez certainement déjà eu entre les mains ce type de matériel. Une micropipette coûte entre 150 et 300 euros en fonction de la marque que vous allez utiliser. Des cônes également ici de marque Eppendorf qui permettront, grâce à la micropipette, de prélever votre échantillon. Vous utiliserez ce type de pipette en TP d'OECM avec moi justement. Je vous montrerai comment s'utilisent ces pipettes et également je vous parlerai de la spécificité de ces pipettes.
Une multipipette de ce type permettant de prélever simultanément plusieurs échantillons, ici jusqu'à 8 échantillons, coûte environ 350-400 €. Et ça peut monter à des prix encore plus élevés en fonction de la marque et de la précision de la pipette. Des tubes de 1,5 ml et de 0,2 ml. Donc tout ça, ça dépend du type de réaction que vous voulez réaliser et du type également de bloc que vous possédez dans votre appareil APCR. Un High Capacity RNA-DNA Kit, donc c'est un kit de réactifs permettant de transformer l'ARN en ADN complémentaire. Première étape de votre réaction de PCR, c'est donc une réaction de synthèse de l'ADN-C, c'est une étape de reverse transcription. Un kit de ce type permettant de réaliser 200 échantillons coûte environ entre 800 et 1000 €. Quelques exemples de plaques, également 384 puits et 96 puits, permettant de réaliser des réactions de PCR. Réaliser une PCR nécessite d'être extrêmement rigoureux. Il y a bien sûr des limites dans la technique. Une des limites sera la taille de la séquence amplifiée. Supérieure à 3 kB sera très difficile. De façon idéale, on peut amplifier les fragments jusqu'à 1,5 kB, donc 1500 bases. Quels sont les principaux problèmes qui sont rencontrés? Alors souvent des problèmes de contamination. C'est un problème majeur qu'il est difficile à maîtriser, d'où la nécessité de travailler très proprement dans des conditions stériles. Quelquefois, on peut voir apparaître des faux positifs et des blancs contaminés. Par exemple, dû à l'ouverture du tube de DNA amplifié et des projections de vapeur d'eau contenant du DNA solubilisé. On peut ainsi contaminer l'air, les murs, le sol, le matériel. Quelquefois, les contaminations proviennent de projections de fluide corporel, dues à des postillons, des éternuements, d'où la nécessité de travailler avec un masque. Limitation des risques par, comme je viens de vous le dire, port du masque, l'utilisation de gants stériles, l'utilisation de cônes à filtre, travailler rigoureusement sous hotte, posséder des pièces spécifiques par étape, on appelle ça le sens unique. Dans la réaction PCR, il faut arriver à respecter ce sens unique, utiliser des pipettes qui sont dédiées exclusivement à la PCR et décontaminer bien sûr régulièrement les pipettes par l'utilisation de solutions qui s'appellent des RNase DNase Away et qui permettent de dégrader potentiellement les DNase et les RNase présentes sur votre matériel que vous utilisez pour la PCR. Parfois, vous pourrez rencontrer un manque de fidélité de l'attaque polymérase, des taux d'erreur importants car pas d'activité de correction des épreuves, jusqu'à 10 exposant -4 erreurs peuvent être caractérisées, pas trop grave si on analyse seulement un produit amplifié, mais cela peut être très gênant si on analyse par exemple un échantillon où vous devez caractériser une mutation ou des études de liaison de DNA protéines. Quelquefois, des amplifications parasites peuvent être également observées, des possibilités d'hybridation non spécifiques car les amorces sont trop courtes, environ 1% des amorces s'hybrident en bonne position, 99% restantes s'hybrident n'importe où. Vous pouvez caractériser également parfois des amplifications non prévisibles et dépendantes des amorces. On peut arriver à avoir une PCR
plus spécifique en augmentant la stringence par l'augmentation de la température pour accroître la spécificité de l'hybridation. Qu'en est-il de la PCR en temps réel? Ce que l'on appelle la real-time PCR, c'est certainement ce que vous utiliserez le plus fréquemment, donc je vous demanderai de bien comprendre cette technique. Elle mesure de façon très précise la quantité initiale de la cible. Cette technique est très sensible, elle détecte un faible nombre de copies, par exemple des mesures de charge virale, des mesures du pourcentage d'OGM dans un aliment, elle mesure des variations d'expression génique. Elle permet de travailler avec des échantillons en très faible quantité, simplement en prélevant une biopsie et en amplifiant à partir d'une seule cellule, quelquefois, les quelques ARN messagers présents dans la cellule. Donc au final, en utilisant un appareil de real-time PCR, vous obtiendrez des courbes d'amplification, chaque courbe correspondant à un échantillon spécifique. Cette technique permet de visualiser la phase exponentielle de la réaction, mais elle nécessite un fluorochrome spécifique à l'ADN. Vous devrez employer une sonde oligonucléotidique fluorescente spécifique à une séquence, et la technique quantifie en temps réel le produit d'amplification. Et cette quantification en temps réel est plus fiable que la PCR conventionnelle dont je vous ai parlé précédemment. Cette technique nécessite l'utilisation d'agents dits intercalants, notamment par l'utilisation d'un fluorochrome qui est spécifique de l'ADN double brin nouvellement synthétisé. Ce fluorochrome s'appelle le CyberGreen 1. Il permet l'obtention d'un signal fluorescent sous excitation UV et il permettra de quantifier l'ADN double brin puisque cette molécule s'intercale dans les molécules d'ADN double brin. Donc plus vous allez amplifier de cibles de départ, plus vous aurez un nombre de molécules d'ADN double brin important et plus vous aurez donc un signal CyberGreen qui va être d'intensité importante. Cette méthode est très sensible, elle est reproductible et globalement elle est assez peu onéreuse. Vous voyez votre molécule d'ADN qui va être amplifiée grâce à des amorces et la molécule de CyberGreen qui va venir s'intercaler dans la molécule d'ADN en cours de synthèse. Plus vous aurez de molécules d'ADN synthétisées et plus vous aurez de molécules de CyberGreen intercalées. Lorsque vous allez stimuler votre produit de synthèse par la fluorescence, plus vous allez mesurer un signal dû à l'émission de fluorescence de votre molécule de CyberGreen. C'est donc ce signal que vous allez amplifier grâce, ou visualiser plutôt grâce à la courbe d'amplification. Et cette amplification va être bien sûr spécifique et en lien avec le nombre de molécules de départ que vous allez ou que vous aurez dans votre mélange réactionnel. Donc retenez bien que la Taq polymérase fonctionne exactement de la même façon que dans ce que nous avons vu avant et que cette molécule fluorescente, le CyberGreen, vient s'intercaler spécifiquement dans les molécules d'ADN double brin. Il existe également, elles sont plus spécifiques mais beaucoup plus chères, beaucoup plus onéreuses, les sondes d'hydrolyse ou sondes appelées Taqman. Ce sont des sondes fluorogéniques spécifiques à la séquence que l'on souhaite quantifier. Il y a accrochage de la sonde à la séquence à l'hybridation, pas de fluorescence émise par ce que l'on appelle le quenching. Je vais vous décrire après sur la figure exactement ce à quoi cela a trait.
Il y a également une phase d'élongation. La Taq polymérase hydrolyse en clivant le reporter et le quencher. Et le signal sera détectable dans la longueur d'onde du reporter. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Au départ, vous avez donc un brin d'ADN complémentaire. C'est votre brin cible, target gene. Votre réaction de PCR nécessite une sonde, qui est une sonde spécifique, probe, qui possède un reporter et un quencher. Donc ce sont deux éléments qui font que la sonde, lorsqu'elle est liée au brin, n'émet aucune fluorescence. Par contre, lorsque la Taq polymérase va synthétiser le brin complémentaire, elle va rentrer en contact avec la sonde et donc son reporter, son quencher, et va casser en fait cette sonde. Elle va la détruire et le quencher devient donc séparé du rapporteur et c'est à ce moment-là que le rapporteur se met à émettre une fluorescence. Cette expérience est représentée également sur cette diapositive. Donc, au départ, vous retrouvez votre double brin d'ADN. La dénaturation entraîne la formation de deux simples brins. Vous avez une sonde qui est spécifique de votre gène d'intérêt. Cette sonde possède un rapporteur et un quencher. Le rapporteur n'émet aucune fluorescence. Donc le rapporteur, vous avez bien compris que c'est le fluorophore. Il n'émet aucune fluorescence parce que l'on appelle l'effet de Fret. Le quencher étant proche du fluorophore, il inhibe la fluorescence du fluorophore. Mais lorsque cette sonde est cassée, le quencher se sépare du fluorophore et à ce moment-là, le fluorophore est capable d'émettre une fluorescence. Donc cette technique de PCR en temps réel avec son Taqman nécessite donc deux éléments. Un brin matrice, bien évidemment, comme dans toute réaction de PCR. Elle nécessite une sonde qui s'appelle la sonde Taqman avec son rapporteur et son quencher, mais également une sonde classique, comme dans toute PCR, 5', 3', qui va être spécifique de la séquence amplifiée et qui va permettre surtout d'initier le travail de la polymérase et de servir donc d'amorce et d'accroche à la synthèse du brin complémentaire par la polymérase. C'est ce qui est donc représenté ici. Votre sonde se fixe en 5', 3' à votre brin d'intérêt. La polymérase commence à synthétiser le brin complémentaire grâce au nucléotide présent dans le milieu réactionnel et ensuite elle synthétise le brin complémentaire jusqu'à rencontrer la sonde Taqman. Lorsqu'elle rencontre la sonde Taqman, elle détruit cette sonde, elle fait donc se séparer le rapporteur et le quencher. Dans ce cas-là, le rapporteur émet une fluorescence et c'est cette fluorescence que vous allez pouvoir mesurer. C'est exactement ce qui est représenté également sur le graphe, ou plutôt sur le schéma de droite. Sur cette diapositive est présent le profil type d'une courbe PCR temps réel où le nombre de copies est fonction du nombre de cycles. Sur l'axe des abscisses est représenté le nombre de cycles, ici jusqu'à 50. C'est le nombre de cycles PCR. Sur l'axe des ordonnées, l'intensité du signal fluorescent émis. Pendant les premières phases d'amplification, la fluorescence ne sera pas significative. Elle va commencer à pouvoir être mesurée à partir d'un certain nombre de cycles,
qui peut varier en fonction du nombre de copies que vous avez au départ. À partir ici de 22-23 cycles, vous pouvez constater une augmentation de la fluorescence. Cette fluorescence, elle va couper une ligne qui s'appelle la ligne seuil. Et la projection de cette ligne sur l'axe des abscisses permet de déterminer un CT qui s'appelle le cycle seuil. Donc à partir du moment où la fluorescence va couper cette ligne seuil, permettra sur l'axe des abscisses d'obtenir un CT, c'est-à-dire un cycle seuil. Plus vous aurez de cibles de départ, et plus le nombre de cycles nécessaires à obtenir la fluorescence déterminée ici par la ligne bleue, qui est votre ligne seuil, sera faible. Plus votre nombre de cycles de départ sera faible, plus vous aurez besoin de cycles d'amplification pour atteindre le niveau de fluorescence déterminé ici par la ligne seuil. Donc en fonction du nombre de cibles que vous aviez dans votre échantillon de départ, votre CT sera bien sûr modifié. Vous travaillerez donc uniquement sur le nombre de CT pour pouvoir caractériser le niveau de cible de départ que vous aviez dans votre échantillon, c'est-à-dire l'expression de votre gène d'intérêt. PCR conventionnel versus PCR en temps réel. Vous avez bien compris que lorsque vous réalisez une PCR conventionnelle, vous utilisez un gel d'agarose et vous ferez migrer vos échantillons sur gel d'agarose. Ce qui sera mesuré, c'est l'intensité de votre bande, issue de la migration de votre produit d'intérêt. Donc, c'est pas forcément très précis, mais on peut arriver à caractériser des variations d'expression de gènes par cette technique. Ici, vous voyez qu'à 20 cycles, si vous réalisez à partir d'une même cible de départ 20 cycles, vous aurez une bande d'amplification telle qu'elle est représentée ici avec l'intensité de la bande qui est présente ici sur le gel d'agarose. Lorsque vous augmentez le nombre de cycles, vous aurez une bande qui sera un petit peu plus intense. 30 cycles, une bande un petit peu plus intense. 45 cycles, une bande qui va être beaucoup plus intense. Donc plus vous allez augmenter le nombre de cycles, plus vous allez entraîner un nombre de copies important, et donc vous allez forcément avoir un signal dont l'intensité sera également plus importante. Mais vous considérez que, quel que soit l'échantillon, vous allez toujours travailler avec le même nombre de cycles. Vous partez par exemple sur 40 cycles. Donc ce qui va déterminer l'intensité de votre bande sur gel d'agarose, c'est le nombre de cibles, donc de molécules matrices que vous aviez au départ. Si votre gène est peu exprimé, vous aurez peu d'ARN messager et donc peu de cibles matrices de départ. Si votre gène dans votre échantillon est très exprimé, vous aurez beaucoup d'ARN messager parce qu'il y aura eu un grand nombre de transcriptions qui donnera au final beaucoup de protéines d'intérêt. Mais là, vous aviez un gène très exprimé, donc beaucoup de cibles de départ, beaucoup d'ARN messager. Donc vous allez faire beaucoup d'ADN complémentaires et vous allez de ce fait amplifier un grand nombre de molécules d'ADN complémentaires. Donc votre signal fluorescent va être très important. Et pour obtenir un même signal fluorescent, déterminé par la ligne CT, que l'on pourrait mettre à peu près par ici, et bien plus votre cible de départ est faiblement ou fortement concentrée, ça va forcément déterminer le nombre de cycles nécessaires pour atteindre la ligne seuil. Donc ce qui va vous intéresser, c'est le cycle number, c'est-à-dire le nombre de cycles permettant de caractériser un certain niveau de fluorescence et donc le nombre de cibles de départ que vous aviez. Donc voilà, vous pouvez voir entre la PCR conventionnelle sur gel d'agarose et la PCR en temps réel
par la mesure de la courbe de fluorescence, la différence qu'il peut y avoir entre les deux techniques. Mais c'est plus souvent la technique de PCR en temps réel que vous allez utiliser. Deux modes d'analyse du résultat de l'amplification par PCR. L'analyse en temps réel vous permet de mesurer la courbe de fluorescence en temps réel en fonction du nombre de cycles d'amplification. On considère que 40 cycles, c'est le point final, l'analyse en point final. À ce stade-là, votre courbe a déjà obtenu une phase plateau. Donc vous n'allez pas travailler sur le point final, 40 cycles. Vous allez toujours faire 40 cycles d'amplification, mais vous allez placer votre ligne CT au niveau de la ligne pointillée. Donc, pour l'analyse en temps réel, vous avez ici deux échantillons. Un échantillon qui va donner une courbe d'amplification bleue et un échantillon qui va donner une courbe d'amplification rouge. À votre avis, dans quel échantillon nous avons le plus de cibles au départ? La courbe bleue ou la courbe rouge? Vous voyez que la courbe bleue, il faut moins de cycles pour que la courbe atteigne la ligne en pointillé, c'est-à-dire c'est votre ligne seuil. La courbe rouge, il faut davantage de cycles d'amplification pour que la courbe de fluorescence traverse la ligne en pointillé. Donc si vous projetez ici sur l'axe des abscisses, vous allez peut-être obtenir là 32 cycles. Donc votre CT sera 32. Ici, vous allez obtenir environ entre 19 et 20 cycles si vous projetez sur l'axe des abscisses. Donc l'échantillon dans lequel il y avait le plus de cibles de départ, c'est l'échantillon bleu et non pas l'échantillon rouge, puisque c'est dans l'échantillon bleu que vous avez besoin de moins de cycles d'amplification pour obtenir le même signal de fluorescence. Donc le gène d'intérêt, le nombre de cycles nécessaires pour amplifier le gène d'intérêt est moins important pour la courbe bleue. Donc votre cible de départ était plus concentrée dans le tube bleu que dans le tube rouge. Donc vous allez travailler finalement avec des données qui sont très précises. Vous n'allez pas uniquement raisonner en 20, 21, 22, 23 cycles. Pour chaque échantillon, vous aurez un nombre de cycles qui va être 20,12, 20,32, 20,68, 30,32, 30,64, 30,36, etc. Donc pour chaque échantillon, vous aurez une valeur de CT qui va être une valeur très précise et qui vous permettra ensuite de caractériser le niveau d'expression de votre gène extrapolé à partir du signal d'amplification et du signal de fluorescence. Quels sont les différents domaines d'application de la PCR? Alors ces domaines ils sont très vastes. Le domaine agroalimentaire, la biotechnologie ou les biotechnologies, le domaine de la recherche dans lequel nous sommes impliqués, des domaines vétérinaires, cosmétiques, cliniques, pharmaceutiques. En médecine, on peut utiliser la PCR pour diagnostiquer des maladies génétiques telles que la myopathie, la mucoviscidose, des infections virales telles que le sida, l'hépatite C, le SRAS, des infections bactériennes, tuberculose ou parasitaires telles que la toxoplasmose, mais aussi des cancers. En recherche fondamentale, les applications sont multiples, elles sont routinières. En médecine légale, cela permet d'identifier une personne par son empreinte génétique, dans le cadre d'une enquête judiciaire par exemple, ou pour un test de paternité. En agroalimentaire, elle permet d'identifier des variétés ou des espèces végétales et animales pour sélectionner de nouvelles variétés de fruits et de légumes par exemple, comme la tomate. Pour le contrôle de la qualité des produits agroalimentaires, on peut arriver à partir d'un échantillon biologique de fruits ou de légumes, détecter par exemple la présence d'OGM dans un aliment par exemple. Il vous suffit d'avoir une séquence génétique, donc une amorce, qui va s'hybrider à un gène d'intérêt. Ce gène peut être un gène modifié, donc dans le cadre d'un OGM par exemple. Donc ça permettra d'identifier des gènes modifiés dans un produit et donc
de caractériser la présence d'OGM dans un aliment, quel qu'il soit. En histoire, pour les études phylogénétiques sur des squelettes fossiles, on peut travailler à partir d'ADN fossile, on peut rechercher les liens de parenté entre les individus, cas les plus célèbres, les enfants de Louis XVII ou ceux du tsar Nicolas II. Si cela vous intéresse, vous pourrez aller chercher sur internet des détails sur ces deux personnages. Pour l'étude des migrations des populations humaines et animales en Islande ou pour les Indiens d'Amérique. Pour la détection d'infections virales, bactériennes, parasitaires sur des momies égyptiennes et andines. Par exemple, HCLI et son équipe ont montré la présence du virus HTLV1 à l'origine du sida dans des momies de la cordillère des Andes datant de plus de 1500 ans. Donc vous voyez que la technique de PCR, c'est certainement une technique que vous serez amené à utiliser, quelle qu'elle soit, dans n'importe quel type d'approche biologique, dans votre peut-être dans vos stages futurs ou dans votre carrière future. Et je terminerai par quelques applications encore de la technique de PCR, telles que l'analyse de l'expression génique, qui est la première application en nombre de tests, mesure de l'activité d'un gène sous des conditions spécifiques, maladie, drogue, stress, mesure de l'expression des oncogènes en oncologie, détection et quantification des micro-organismes et pathogènes, détection de bactéries dans les eaux, telles que les légionnelles, détection de pathogènes dans les aliments, permettant un suivi sanitaire des chaînes de fabrication. Lorsque l'on détecte par exemple dans des produits contaminés la présence de salmonelle, de listeria, d'Escherichia coli, on peut titrer également des virus, tels que le VIH1 et le VIH2, le VHB et le VHC, en phase précoce de la maladie ou le suivi des traitements antiviraux. Et on peut étudier également des polymorphismes de l'ADN par génotypage de population, par discrimination allélique et quantification des mutations. Voilà, je vous souhaite bon courage pour vos révisions. N'hésitez pas à me poser des questions par mail s'il y a des aspects que vous ne comprenez pas et pour lesquels vous avez besoin d'explications supplémentaires. Je vous souhaite bon courage pour vos révisions.